En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema réélu avec 94,9% des voix. On va parler également de la Côte d'Ivoire. Quel rôle va jouer Charles Blé Goudé? En République démocratique du Congo, 5 morts dans une attaque de milices à Boutemba. Et puis on termine par ce premier meeting de l'opposition depuis 2 ans au Togo. Nos invités sont en place. Credo Tété, directeur de publication, le Médium. Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Et Corneille Kwasi, homme politique ivoirien, coach en développement personnel. Bonjour chers amis. Credo, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonsoir Michel. C'est un plaisir de me retrouver encore sur ce plateau ce soir. Bonjour Adam, tout va Oui, bien? Michel, ça va, ça va, ça va. Après une semaine intense travail, c'est un plaisir de retrouver aussi bien Credo et notre ami qui a perdu le fil il y a quelques mois, sinon toute l'année. Mais c'est un plaisir de les retrouver. Corneille, bonjour. Bonjour Michel, Tout va bien? ça va très bien. C'est un plaisir de retrouver mes amis sur le plateau. Je les suis de loin. Aujourd'hui, nous sommes en face et je crois bien qu'on va faire un bon débat. Allez, on commence par la Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang-Nguema a enregistré 94,9% des voix au scrutin du 20 novembre dernier, a déclaré la commission électorale au pouvoir depuis 43 ans. Le président de la Guinée équatoriale est réélu, va entamer son 6e mandat. Credo Tété, le président Teodoro Obiang-Nguema réélu, ce n'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise du moment où le monsieur a la mainmise politique sur le pays. Et vous verrez même que ses adversaires politiques ou bien ses opposants, on peut essayer de les passer au tamis. Est-ce qu'ils ont réellement les mains libres pour pouvoir jouer ce rôle d'opposition? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont de l'opposition de nom? Est-ce que le monsieur, le président réélu, n'a pas une mainmise totale sur la sphère politique? Donc je crois qu'avec le score qu'il a fait, d'aucuns parleraient d'une dictature démocratique, mais il faut dire, donc ils sont passés. Si on veut mettre les outils nécessaires qui déterminent la démocratie, donc on nous dira dans un premier temps, il faut passer par les urnes, les élections. Donc il est passé par les élections. Mais ce score, dans une certaine mesure, en tant que analyste, on peut dire qu'il a fait un score fleuve, mais le reste, après le score fleuve, c'est qu'il puisse développer des actions qui puissent satisfaire, disons, les populations équato-guinéennes. Avant de vous donner la parole à Dame Adjronou, on va écouter Faustino Ndong Essono Eyang, qui est le président de la commission électorale. En attendant, le président de la commission électorale de la Guinée équatoriale, Adam Adjronou, on avait déjà parlé de ces élections en Guinée équatoriale. Pour vous non plus, ce n'est pas une surprise. Non, bien évidemment, mais je crois que c'est vrai, lorsqu'on parle de la Guinée équatoriale, sur le continent, c'est l'un des pays qui est la plupart du temps cité un mauvais exemple en ce qui concerne donc la démocratie. Mais la question est de savoir, est-ce que les pesanteurs démocratiques sont au rendez-vous? Oui, puisque le rythme successif d'organisation des élections tient le coup, mais au même moment également, vous allez constater que ce score fait par Obiang-Nguema n'est pas totalement différent de nombreux scores qu'il a eu à faire par le passé. Quelque part, c'est vrai, lorsque nous voulons en Afrique avoir une démocratie, c'est vrai qu'il y a des pesanteurs qui ne permettent pas de pouvoir dire que la Guinée équatoriale serait une démocratie pour la simple et bonne raison que lorsque vous prenez le schéma d'abord de gouvernance du pays, le père est au pouvoir, le fils est le vice-président, etc. Donc, c'est vrai que ce sont des pesanteurs qui ne le permettent pas, mais au même moment, lorsque nous organisons des élections à un rythme successif et que nous avons l'adhésion du peuple, cela peut vouloir dire quelque part que Obiang-Nguema en matière de gouvernance, puisque c'est ce qui importe aujourd'hui pour bon nombre de populations dans nos pays africains, c'est de pouvoir bien vivre, mieux vivre, mais également là, je pense qu'il y a une similitude pratiquement dans tous nos pays africains, mais au même moment, je le disais,
lors de mon dernier passage ici que lorsque vous foulez le sol de la Guinée équatoriale, vous comprendrez véritablement que Obiang Nguema, c'est quelqu'un qui est en train de bâtir son pays. C'est quelqu'un, lorsque vous prenez Bata et Malabo, aujourd'hui, vous y arrivez, vous constaterez véritablement que la rhétorique qui est aujourd'hui exprimée à l'égard de la Guinée équatoriale n'est pas réellement cette rhétorique que vous constatez en matière de gouvernement, mais tout de moins, on peut réellement le dire que lorsque vous prenez son 6e mandat, etc., il va de soi que l'on puisse dire véritablement qu'on aurait bien voulu qu'Obiang Nguema, à un moment donné, à part ce score-là qui peut donner lieu à des argumentations, il faudrait qu'à un moment qu'on puisse alléger le dispositif politique, puisque également le pays est tenu de fer par Obiang Nguema depuis plusieurs décennies d'ailleurs même. Donc on le cite d'ailleurs comme étant donc, celui qui a battu le record en matière de longévité au pouvoir. Mais il va de soi qu'à un moment donné, qu'on puisse alléger cette machine-là et permettre d'abord qu'il y ait donc une expression démocratique, ce qui n'est pas le cas. Parce que lorsque vous prenez le score de l'opposition, je pense que quoi qu'on dise, et en comparaison avec bon nombre de pays, surtout en Afrique de l'Ouest, vous comprendrez véritablement que même si aujourd'hui on critique certains pays également, je pense qu'on est mieux que la Guinée équatoriale compte tenu du fait que dans aucune démocratie digne de ce nom, que l'opposition, lorsque vous prenez la totalité, surtout parlant des élections législatives où c'est un seul siège qui est revenu à l'opposition. 99 sièges pour Obiang Nguema. Voilà, vous prenez d'ailleurs même les communales, pratiquement pas. Et le Sénat également, pratiquement, tout a été raflé donc par la mouvance présidentielle et je pense que ça doit interpeller les leaders de ce pays-là. Mais au même moment, l'opposition, je parlais donc de l'allègement pour faire en sorte que la plupart de ces opposants qui sont pratiquement en exil puissent donc retrouver leur pays et s'exprimer démocratiquement serait quand même, fera du bien pour la Guinée équatoriale. Mais bon, les pays de l'Afrique centrale, vous savez, l'un comme l'autre, pratiquement c'est la même chose, la même rhétorique. Mais je pense que avec le temps, on peut quand même avoir des argumentations pour dire que petit à petit, on arriverait quand même. Mais cela interpelle également les institutions sous-régionales, notamment l'Union africaine, qui doit user d'une pédagogie pour amener ces pays-là à pouvoir retrouver la normalité démocratique. Alors, Corneille Norbert, si on parle d'un taux de participation de 98%, et le président Teodoro Obiang Nguema a eu ce score grâce à une coalition, si on peut le dire, de partis politiques, 15 au total. Oui, ben, quand vous savez qu'il n'y a même pas d'opposants dans un pays, ça veut dire que le monsieur va à roue libre, il est le seul sur l'autoroute, vous pensez qu'il fasse quoi? Et c'est que ça soit le président de la commission électorale, comme dans tous les pays, est de son bord. Les opposants ont disparu, parce que s'ils sont dans le pays, ils seront en prison. Vous pensez que quoi? Le monsieur va gagner les élections haut les mains. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le point de la démocratie en Guinée équatoriale qui va créer un autre problème. Parce que quand les gens durent trop au pouvoir, qui sont dans un confort, ils oublient beaucoup de choses. Et après, ça peut nous créer des problèmes. On a eu le cas en Côte d'Ivoire. Parce que quand le président Houphouët était là, il était le maître. C'est lui qui dictait sa loi, c'est lui qui pouvait te dire, assois-toi ici, élève-toi après. Mais on a compris dès qu'il est parti. La première année qu'il est parti, on a commencé à avoir des problèmes. 7 ans après, on a sombré dans un coup d'État. Et 3 ans après, ça a dit que jour pour jour, 7 ans, nous avons vécu la guerre en Côte d'Ivoire. Mais cette guerre, les séquelles que cette guerre a laissées, nous l'avons encore en Côte d'Ivoire. Même s'il y a un semblant de développement. On peut dire qu'il y a un développement parce que les immeubles poussent partout, il y a des routes qui poussent partout, mais les gens souffrent. Quand vous allez en Guinée équatoriale, c'est la petite partie là qu'on nous montre, c'est joli, on ne dit pas non. Mais la Guinée équatoriale va sombrer dans la violence un jour. Il y a un problème au sein du parti du président Obiang Nguema. Il y a une partie qui est pour son fils et il y a une autre partie qui veut que le président Obiang Nguema reste au pouvoir. Ça, les gens ne le disent pas assez. Et c'est ça les gens disent qu'il y a une partie également pour un des cousins du président Obiang Nguema.
je te dis toujours ici sur ce même plateau, quand les gens ont trop d'argent dans les partis politiques, chacun pense qu'il peut devenir président. Parce qu'il a l'argent. Pourtant, pour être président de la République, il faut avoir toutes les aptitudes possibles, mentales, psychologiques, pour venir. Mais quand quelqu'un a l'argent dans les partis politiques en Afrique, qui en a trop, il pense qu'il peut devenir président. C'est le cas de la Guinée équatoriale. C'est ça qui a poussé le président Obiang-Nguema à son âge de se présenter encore. Parce qu'il n'y avait pas de consensus entre eux. Il y a une partie qui veut que son fils le remplace, il y a une partie qui dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais quand on ne trouve pas la personne adéquate, le monsieur est obligé de continuer, surtout qu'il n'y a pas une opposition puissante. Quand il n'y a pas d'opposition puissante dans un pays, le parti au pouvoir est dans un confort et les gens peuvent faire beaucoup de bêtises parce qu'il n'y a pas de critique. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les critiquer, il n'y a pas quelqu'un qui peut leur dire ce que vous faites là, ce n'est pas bon. C'est le même cas que le président Obiang-Nguema a. Vous savez que ce pays a trop souffert. Dans les années 80, quand le président Obiang-Nguema devrait se déplacer, il fallait aller apprêter son avion au Cameroun. Et même le président était dans les trafics d'or. Je le dis, on a des preuves. C'est le trafic d'or qui a commencé d'abord, qui a fait que la Guinée équatoriale s'est développée un tout petit peu. Et après, par la grâce de Dieu, ils ont eu le pétrole. Donc, il fasse très attention. 43 ans au pouvoir, tu peux quand même préparer quelqu'un pour te remplacer. Ces histoires de messies politiques-là, nous n'en voulons plus en Afrique. Alors, Credo Tété, avant la tenue du scrutin, les forces de sécurité avaient arrêté les membres de l'opposition mettant en avant les risques d'attentats dans la capitale Malabo et Bata. Est-ce que, selon vous, c'est un moyen justement pour pouvoir bâillonner l'opposition à l'approche de ces élections? Non, mais moi, je crois que c'est pourquoi tantôt je parlais d'une dictature démocratique. Ça donne l'allure d'une démocratie, d'une expression démocratique. Mais lorsque les actes qu'on pose avant l'expression même du vote, les actes ne rassurent pas. Donc on peut aisément dire que ces actes ont été faits à dessein. C'était prémédité. C'est pour faire peur à ceux qui voudraient vraiment animer l'échiquier politique pour dire en fait ce n'est pas ce que vous croyez. Donc nous avons besoin de dire à l'opinion internationale qu'il y a des gens qu'on peut appeler opposants, mais on vous appelle opposants par rapport au vocabulaire, mais sur le terrain, donc on ne veut pas vous voir très actif. Vous voulez sortir la tête de l'eau, donc vous savez là où on va vous héberger. Donc je crois que c'est une façon également de terroriser. Ayons le courage de le dire. Les acteurs politiques, du moins ceux qui ont eu le courage de rester encore dans le pays et qui agissaient avec des calculs, ils ont été terrorisés. Donc c'est pour décourager toute initiative de contestation même après le vote. Des résultats. Donc tout a été fait, des signaux ont été envoyés à cette classe politique pour dire nous allons dans une cérémonie, disons, d'action de grâce. Donc on va aller faire les formalités et cela va consister à dire que le président candidat est réélu parce que tant il fait des actions. Mais je voudrais revenir aussi sur un point développé par notre ami, l'homme politique que nous avons en face. Ça, c'est très important qu'il faut le dire. C'est vrai, on demande à ceux qui ont, d'habitude, ceux qui ont duré au pouvoir ont des problèmes de préparer, disons, la relève. Ils ont toujours ce problème-là parce qu'ils pensent qu'ils sont éternels à un certain moment de griffe, qu'ils sont éternels. Et vous verrez qu'au sein de leur parti, il y a toujours des clans. Pour le cas de la Guinée équatoriale, il y a le clan au FILS et le FILS qui a déjà des problèmes avec l'Occident. Donc c'est dire qu'il y a des réseaux qui sont activés du côté de l'Occident pour lui créer des ennuis. Au moins son image sera ternie, donc ça va réduire ses chances de qualification sur le terrain pour pouvoir aller. Il y a un autre camp face au camp que nous pouvons appeler le camp du président, le camp des conservateurs. Parce que le camp des conservateurs, c'est ceux qui voudraient que les choses ne changent pas. Parce que vous voyez, et dans les partis, dans les vieux partis politiques, il y a les rénovateurs. Les rénovateurs, c'est la jeune classe des hommes politiques. Ils sont là de devenir avec toute leur fougue. Mais ils n'ont pas, disons, la manière pour pouvoir dire aux vieux
débarrasser un peu le plancher. Donc, il ne pouvait même pas aller directement débarrasser le plancher, mais il pouvait dire, est-ce que vous pouvez pousser, nous allons nous asseoir un peu. Mais la fougue de la jeunesse fait qu'ils pensent que ceux qui se définissent comme conservateurs doivent nécessairement débarrasser le plancher pour qu'eux, ils puissent s'installer. Donc, il y a déjà une mésentente. Maintenant, celui qui doit s'interposer, donc c'est celui qui est le troisième point du triangle. Parce qu'au sein du parti de Nguema aujourd'hui, on a un triangle. On a un triangle, les conservateurs, les rénovateurs et ceux qui se disent aujourd'hui qui ne sont ni des conservateurs, ni des rénovateurs. Mais ce sont des ambitieux politiques. Vraiment. Pas parce que ce sont des gens... On les appelle les centristes. Non, ils ne sont même pas des centristes, mais moi je peux les appeler les opportunistes. C'est des prétentieux. Des prétentieux, des opportunistes, des ambitieux, à la rigueur, lorsqu'on veut châtier le français, le langage. Mais ce sont des gens qui vont passer le clair de leur temps dans les couloirs à opposer les deux camps, les rénovateurs et les conservateurs. Lorsque ces deux entités vont s'affronter, ça fera le bonheur de ceux qui sont au juste milieu. Allez, on marque la petite pause, on revient pour la suite avec vous, chers invités. On a combien de minutes?